Magasin participant sur carrefour.fr. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Jean-Philippe de Garat. Alors, il est issu du Pays Basque, il a tenu, à ce qu'on le précise, ancien avocat, ancien magistrat. Ça, c'est du basket. Oui, exactement. Secrétaire général de la Commission Droit et Justice des Républicains et auteur de ce livre, Bréviaire de la destruction, aux éditions Fortuna. Alors, Jean-Philippe de Garat, je voulais vous dire, j'ai reçu ce livre, Bréviaire de la destruction. Bon, je ne savais pas, alors évidemment, la justice soi-disant aveugle, en fait vraiment aveugle, avec l'épée et la balance, bon. Et puis j'ai lu, et votre livre est absolument passionnant. Je veux dire, on va pas parler de tout, bien sûr, parce que c'est un livre abondant, important, et vous commencez les 2 tiers du livre est consacré, mais je vous le dis, il faut le lire, à cette histoire incroyable qui est arrivée à Louise Robelin, une actrice qu'effectivement le grand public ne connaît pas, mais qui a joué Pinter, qui a joué Brecht, qui a joué dans beaucoup de films, etc. Et vous racontez cette incroyable descente aux enfers avec, le rôle des EHPAD d'un côté, en tout cas d'une certaine EHPAD ou d'autres EHPAD, enfin, ce qui peut se passer dans cet univers, et puis le rôle de la machine judiciaire, et comment vous, effectivement, qui par amitié avez tout fait, tout ce que vous pouviez faire pour effectivement sauver cette personne, cette actrice, cette femme, et comment ça s'est enchaîné. C'est une histoire qu'il faut lire, que j'ai lu avec vraiment passionnément, parce que c'est ce qu'on appelle des erreurs, à la fois erreurs judiciaires, erreurs administratives, etc., et qui reflètent bien, et on l'a vu à propos du Covid, ces gens, on a reçu aussi des enfants de parents, on leur disait oui, vous pouvez rien faire jusqu'à présent, et puis au dernier moment, vous viendrez voir votre père ou votre mère, et puis évidemment, c'était trop tard, etc., etc. Mais ce qui est passionnant, c'est que vous finissez votre livre, enfin, le tiers, c'est justement qu'est-ce que c'est que cette justice en France, comment ça marche. Vous avez été pendant 30 ans, vous avez eu 30 ans d'activité judiciaire, d'abord comme avocat, et puis comme magistrat, notamment au tribunal de Nanterre, vous en parlez, et je voudrais commencer par ça, et au fond, à un moment donné, vous parlez du rôle des juges, et vous parlez de quelque chose qui revient très souvent, on en parlait encore hier à propos des attentats, à propos des récidivistes, à propos de tout cela, mais je ne vais pas parler des histoires de policiers récidivistes aujourd'hui. C'est au fond la première question que je voudrais vous poser, Jean-Philippe de Garat, c'est au fond l'impression que vous donnez dans ce livre, c'est qu'il n'y a aucun contre-pouvoir au pouvoir des juges. On ne va pas généraliser, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Et la question que je voudrais vous poser, c'est qui juge les juges ? Monsieur Berkov, les choses sont très simples. En France, il y a 2 choses, l'État et le reste. L'État sont des bureaux fiscaux, scolaires, militaires et judiciaires. Le ministère des Beaux-Arts est devenu le ministère de la Culture, mais le ministère de la Justice n'est pas devenu le ministère des Affaires judiciaires. Et dans un bureau, il y a des meubles, du papier, beaucoup de papier, puis il y a quelques humanoïdes. Et les gens ont affaire à une administration alors qu'ils pensent avoir affaire à une valeur. On oublie un tout petit détail. Auparavant, dans les tribunaux, il y avait un crucifié, un condamné à mort. Maintenant, il ne reste que des Ponce Pilate. Et quand vous me demandez qu'est-ce que la justice aujourd'hui, je vous dirais, c'est une administration. Est-ce qu'elle l'a toujours été ? Ou pas? Est-ce qu'on peut dire qu'elle l'a toujours été avec des variantes où il y a eu des moments où c'était quand même plus approchant de critères de valeur dont vous parlez? La première valeur, c'est pas la justice, c'est la vérité. Et donc, il y a un certain nombre de personnes, et c'est mon cas, moi je crois à la vérité. Et la justice n'est là que pour faire apparaître la vérité. Donc quand on a un mauvais système, quand on a une mauvaise procédure, quand on a un droit romain qui est fait de forme,
peut-être faudrait-il s'interroger sur ce système. Je ne vais pas faire de l'anglomanie primaire, mais ce qu'on appelle des questions croisées, ça permet de savoir si Monsieur X était bien au café, etc., le 28, des questions croisées. Et puis il y a une autre question. Pardon, ces questions croisées n'existent pas en Elles France ? n'existent pas, puisque chacun y va de sa petite homélie. J'ai souvent dit que la topographie d'un tribunal en France est une église catholique. Vous avez le président, qui est la personne principale. La personne principale... Qu'est-ce qu'il fait, le président ? Il alors parle. Il fait un rapport. Il dit ce qui s'est passé, la version officielle. Et le brave prévenu attend sagement son tour, debout d'ailleurs ou assis. Vous voyez très bien quelle est la topographie d'un tribunal. Et comparé avec la topographie anglo-saxonne, ça change un peu les choses de rester 5 heures debout que d'être 5 heures assis. Ça change un peu la survenance de la vérité que d'être interrogé par un avocat, puis par un autre, puis par l'équivalent du procureur, sur la même chose. On peut arriver à approcher un peu la vérité. Si je vous dis que votre veste est rouge, et que la question se pose, et que l'on constate qu'elle n'est pas rouge, on s'approche de la vérité. Et je vais vous dire une chose, le pire en France, c'est que l'on parle de vérité judiciaire. Alors, il faudra m'expliquer un jour ce que veut dire vérité judiciaire. Il n'y a qu'une vérité. Comme le fait de parler de hiérarchie, il n'y a pas de hiérarchie dans la vérité. Oui, non, vous posez le problème, effectivement. Vous dites la vérité est une, le mensonge est multiple, un peu, comme on disait. Mais justement, moi, ce qui m'a frappé dans votre livre, et c'est, vous décrivez, et c'est vrai qu'on voit ça assez rarement, la vétusté vous parlez du tribunal de Nanterre, vous en parlez d'autres, on a l'impression vraiment d'être, alors qu'on se disait, c'est vrai pour beaucoup de gens, et je crois que les 3/4 de nos auditeurs, peut-être plus, ne sont peut-être jamais allés en chambre ou en tribunal, etc. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est parce que vous revenez là-dessus, c'est ces labyrinthes, pour entrer, il faut des codes, telle clé, telle hiérarchie, à tel espace. Enfin, pour quelqu'un qui ne connaît pas le milieu, c'est tout à fait fascinant. Et on va en reparler juste après les informations, parce que c'est un livre vraiment très révélateur de ce qui se passe et de ce qu'est la justice. Voilà, qu'est-ce que c'est la justice ? Est-ce que vous faites confiance à cette justice ? On vous attend vous aussi à partir de 13h15 à ce sujet. 0826 300 300. Notre invité Jean-Philippe de Garat reste avec nous et avec vous pour répondre aux questions. Et puis vous pouvez évidemment revenir sur le sujet qu'on a beaucoup traité ce matin, ce midi. Les enfants au plus mal. Ne sacrifiez pas vos enfants, les enfants de 6 ans qui font des tentatives de pendaison. On en a parlé avec Marie-Estelle Dupont et avec Docteur Delépine. La blanquette de fond. Sud Radio Berkov dans tous ses états. André Berkov, toujours avec son invité Jean-Philippe de Garat, ancien avocat, ancien magistrat et secrétaire général de la commission droit et justice des Républicains. Auteur de ce livre Bréviaire de la destruction, la justice politique à l'œuvre, et c'est aux éditions Fortuna. Jean-Philippe de Garat, effectivement, avant les informations, on parlait d'une chose très intéressante dans votre livre, c'est cette vétusté. Alors, je ne sais pas si la vétusté des hommes fait la vétusté des lieux ou le contraire, mais vous parlez de sinusite que vous avez contracté dans des endroits où il fait 14 degrés ou 10 degrés et vous devez garder, parce que c'est quand même important, ça c'est rien, c'est le quotidien, ce n'est pas rien justement. Vous gardez votre manteau, vous gardez votre plaie parce que justement il fait froid. Comment ça se fait que la justice soit dans cet état, je dirais déjà au niveau immobilier et au niveau structurel ? Je crois vous avoir répondu en disant qu'il n'y a pas de justice, il y a une administration judiciaire qui passe donc des marchés publics, et donc la face nord et la face sud sont chauffées avec la même intensité. Quand il fait 26 dans la face sud, il fait 14 dans la face nord. Devinez où je me trouvais ? Mais... C'est assez hallucinant ça. Alors, vous parlez des audiences, vous parlez quand même 30 ans d'activité judiciaire.
effectivement, avec l'affaire de Louise Roblin, mais je renvoie au livre vraiment qu'il faut lire, vous avez été, on a profité pour vous révoquer. Je rappelle que vous avez été révoqué en janvier 2015. Et vous parlez justement de justice d'État. Et vous dites, Jean-Philippe de Garac, dans votre livre, en fait, toute justice est politique. Est-ce que vous n'allez pas un peu loin? Parce qu'il y a quand même, d'abord, vous ne généralisez pas sur les juges, mais il y a des juges quand même intègres. Et puis, est-ce qu'ils sont pris dans un système où le politique commande à tout acabit et à tout prix? Le politique, le sociologique, le formatage de l'ENM, la notation, les primes. Et si vous me permettez, je vais faire une petite lecture pour vous dire ce qu'il en est de la justice politique. Oui. Je lis un peu. Une journaliste française dénommée Trierweiler Valérie souhaitait en une occasion se rendre à Tulle dans le département de la Corrèze. Elle s'en trouva empêchée d'une étrange façon. Je cite son livre « Merci pour ce moment », page 31-32. Les doses de tranquillisants ont été surmultipliées pour m'empêcher. Elle était à l'hôpital à ce moment-là? Elle était... en dépression, je crois, oui. Oui, ouais. On peut toujours trouver le diagnostic qui arrange, d'aller à Tulle. Mes veines n'y ont pas résisté. Pourquoi cette médication de choc? Réponse, il ne veut plus de moi là-bas. J'insiste, je prendrai ma voiture et j'irai. Voilà la citation de Madame Trierweiler. Celui qui se trouve alors à la tête de l'État est qualifié premier magistrat de la République. Et les médecins qui administrent les doses, a fortiori à une patiente en état de faiblesse et hospitalisée, sont supposés n'agir que dans l'intérêt de la personne confiée à leurs soins, conformément au serment d'Hippocrate. Personne n'évoque, dans l'épisode rapporté par Madame Trierweiler, l'éruption d'un refus médical opposé à l'ordre du prince et, à défaut, celle d'un juge, garant des libertés individuelles dont la première demeure, semble-t-il, l'intégrité corporelle, mes veines n'y ont pas résisté, et mentale, d'une patiente maintenue sous camisole chimique hors tout regard extérieur. Mais on a bien compris que c'était là une mauvaise lecture des choses. Et vous voulez dire par là que effectivement l'État, même dans ce cas-là, c'est le cas de Valérie Trierweiler avec François Hollande. On connaît le livre qui a été un best-seller d'ailleurs, celui de Valérie Trierweiler. Vous dites donc vous, pour revenir au fait et à l'essentiel, que l'État commande. C'est-à-dire, en fait, ce que vous dites. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Montesquieu peut se retourner 400 fois dans sa tombe. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Lorsque j'ai été révoqué, je n'ai pas été devant le portrait de Montesquieu, mais devant celui de Napoléon. Et un autre exemple, celui de François Fillon. Tout le monde sait aujourd'hui, quelle que soit l'appréciation qu'on peut porter sur l'homme, que le cabinet noir n'était pas une élucubration. Il y a 4 personnes dont l'un est à Monaco. Ça fait assez rire quand on pense à cette affaire Bismuth, Herzog et Sarkozy. Azibert, magistrat Azibert. Ouais. Quand on pense au numéro 2, qui est Madame Houlette, qui a fait tas de pression. Je ne parlerai pas du 3e dont j'ai oublié le nom, mais qui a été, je crois, comment dit-on, taxé de forfaiture, de parjure, devant l'Assemblée nationale, et qui est certainement le plus grand magistrat de la République, puisqu'il est à l'origine de l'affaire Jobbik. La plus belle erreur judiciaire jamais connue, et enfin le choix qui avait été fait du juge d'instruction, dont chacun sait, ça n'a rien d'une injure, c'est un fait qu'il est politiquement dans la même ligne que les 4 précédents. Donc vous dites que François Fillon a été l'objet d'une exécution en bonne et due forme. Mais excusez-moi, il y a le chiffre 4. Dans les ascenseurs japonais, ça porte malheur. Pas seulement au Japon, en France aussi. Le 4 mars, la mise en examen de François Fillon, il perd 4% dans les sondages. Le 4 mars... comment s'appelle-t-il déjà? Emmanuel Macron, je crois, passe devant lui dans les intentions de vote. Alors... Oui, mais au-delà de la numérologie, est-ce qu'il y a, en fait, je répète ce que vous... Enfin, je reviens à ma question, il n'y a pas de séparation des pouvoirs pour vous? Ça n'existe pas? Vous connaissez la phrase du général de Gaulle du 31 décembre 1963 ?
En France, sous la Ve République, aucun autre pouvoir que présidentiel, ni militaire, ni civil, ni judiciaire. Donc oui, la Ve République a réglé le problème de ce point de vue. Mais la 4e n'était pas vraiment très différente. Non, pas vraiment, non. La 3e... Dans le micro, oui. La 3e... Oui. Oui, donc, si vous voulez, en fait, oui, enfin, il y avait quand même un Parlement qui était renversé, il y avait un contre-pouvoir. Où sont les contre-pouvoirs ? Nous y sommes, sont les médias, sont les réseaux sociaux, c'est peut-être un certain nombre de personnes qui signent des tribunes. On a de la chance, aujourd'hui c'est avec de l'encre, demain ce sera peut-être avec autre chose. Oui. Peut se poser la question. Mais Jean-Philippe de Garat, vous dites, alors justement, on va parler, et aussi avec nos auditeurs, mais en attendant, vous dites que, on parle souvent du système américain par rapport au système français, vous dites, et pourquoi pas n'essayer ou de tenter ou de faire l'élection, les juges élus? Alors, la première réponse, c'est que ça a déjà existé. 1791, ça a existé. Le programme de Belleville, de Gambetta, c'est l'élection des juges. Aristide Briand, à qui on doit tout de même la réconciliation franco-allemande, qui va le dernier des politiciens, est pour l'élection des juges. Et puis je voudrais tout de même dire, 67 millions de Français, 9000 personnes qui jugent, la disproportion est peut-être un peu étonnante. Et je voudrais dire autre chose sur les États-Unis. Là, comment dire, les hasards de la vie ont fait que j'ai une cousine américaine qui a épousé un juge américain. On m'a dit oui, c'est un républicain ou c'est un démocrate. Mais pas du tout. Les deux partis ont appelé à voter pour lui. Ah oui, c'était bipartisan, complet. Ce n'était pas bipartisan, cet homme avait fait du bien à la ville, Los Angeles en l'occurrence, et les gens, parce qu'il était ce que doit être un juge, c'est-à-dire avec recul, avec pas de préjugés, avec des expériences dans la vie très différentes, peu importe le détail, mais vraiment des gens qui ont vécu. Des gens qui ont eu une vie civile, professionnelle, etc., diverses. Qui ont vécu. Pas de Parce que vous dites que nos juges à nous, enfin, il y en a quand même qui n'ont pas vécu. Mais les jeunes filles, puisque maintenant, je n'ai rien contre les femmes, comme dirait Sacha Guitry. Tout contre. 87% de bonnes élèves rentrent à l'école de la magistrature, leur âge ne doit pas dépasser 25 ans. Je n'ai rien contre la jeunesse, j'aimerais être encore jeune, ce serait vraiment un merveilleux rêve. Mais est-ce qu'on a connu différentes épreuves? Est-ce qu'on a voyagé? Mais pas seulement avec le Club Med ou avec papa et maman. Il faut avoir vécu pour savoir ce que les gens peuvent avoir vécu. Moi, j'ai un souvenir très court. Le véritable réquisitoire, en l'occurrence, le mot est juste, contre un chef d'entreprise qui avait des cernes jusqu'au bas du visage, auquel la substitut d'audience reprochait une mauvaise déclaration d'URSSAF. Il disait oui, je ne travaille effectivement que 85 heures par semaine. C'est vrai que, et comme vous dites, c'est le choc de deux mondes, et quand on ne connaît pas le monde qu'on va juger, c'est vrai, c'est avec quelles armes, c'est un vrai problème. En France, il y a deux choses, l'État et le reste. C'est vrai. C'est vrai que, en tout cas, de ce point de vue-là, on peut se poser beaucoup de questions. D'ailleurs, on va s'en poser avec les auditeurs de Sud Radio. Voilà. Comment, effectivement, le contre-pouvoir à l'État est nécessaire. Voilà, vous réagissez dès maintenant, 0826 300 300. C'est à vous maintenant de nous dire ce que vous pensez de cette justice politique à l'œuvre. Eh bien, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et puis, vous pouvez aussi réagir sur ces enfants qui sont au plus mal avec la crise de la Covid. Ces enfants de 6 ans qui font des tentatives de pendaison. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les carottes de la justice sont-elles cuites, archi-cuites? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Et vous réagissez, 0826 300 300, avec André Berkov évidemment et Jean-Philippe de Garat. Donc je rappelle le titre de son livre Bréviaire de la destruction, la justice politique à l'œuvre aux éditions Fortuna. Et avec vous, Michael nous appelle de Paris. Bonjour Michael. Oui, bonjour Michael. Bonjour André, bonjour à votre invité. Une introduction extrêmement intéressante sur laquelle je commencerai juste par pointer 3 points essentiels, qui sont la conséquence de ce que dit votre invité. Premièrement, une dérégulation totale. Je dirais une pression surtout politique via les réseaux sociaux et les médias.
c'est plus une pression politique qui est à l'issue, je dirais, des médias et des réseaux sociaux. Et troisièmement, un décalage total. Tout à l'heure, votre invité a pris un exemple qui est extrêmement saillant, dans le sens où on dit un condamné, il est debout pendant 5 heures. La probabilité pour avoir des éléments permettant de dénoncer un jugement sont beaucoup plus probants, alors qu'en France, nous aurons un genre tout à fait, je dirais, laxiste. Je me le permets le mot parce que c'est l'élément dominant aujourd'hui qui est perçu par l'ensemble des Français, y compris moi-même. Et le problème, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, l'État ne régule plus, il est régulé, il a plus l'ascendant. C'est surtout les médias et les réseaux sociaux qui ont pris l'ascendant sur l'État. De fait, l'État exerce une pression sur les magistrats, même si elle n'est pas directe, ça devient une judiciarisation politique. De fait, si vous n'êtes pas en ligne, eh bien vous êtes en dehors. Alors le problème, c'est qu'on a oublié qu'il y avait une espèce de décalage, et ce décalage se fait, l'évolution de la dynamique de la société est totalement décalée par rapport au modèle de jugement. Et j'aimerais bien entendre votre invité là-dessus. Ces 3 éléments font qu'un système dérégulé, eh bien, il se met des pressions, cette boucle infernale, et qui itère sur des dysfonctionnements et une prise de risque de plus en plus grande, car, et je termine là-dessus, je pense que les juges ont de plus en plus de mal à juger sur des éléments factuels tangibles qui constituent la vérité, et en effet, il n'y a pas de hiérarchie dans la vérité, mais juste sur la réalité, parce qu'il y a des zones d'ombre sur lesquelles ils ne peuvent pas y aller, et c'est la pression. Oui, Jean-Philippe de Garat. L'administration judiciaire est une usine sans contrôle de qualité. On a un exemple qui est tragique, qui est celui de Richard Roman, qui était un homme qui a été acquitté par des assises après des années d'enfer dans le crime de la meute du Caire, où une petite fille ou un petit garçon, un enfant, avait été massacré après avoir été violenté. Il a été acquitté, mais on ne s'est pas interrogé sur les conséquences sur cet homme d'une telle opprobre, d'une telle douleur, d'une telle souffrance. Pour moi, le principal défaut de l'administration judiciaire hexagonale, c'est son inconséquence. Il n'y a pas de service après-vente. Il n'y a pas de service après-vente, c'est-à-dire, vous voulez dire qu'une fois que le jugement a été rendu, chacun va qu'à ses occupations, mais quel service après-vente pour la justice est déjà surencombrée? Vous avez parlé des moyens de la justice. Elle est surencombrée parce qu'elle ne sait pas travailler. Ah, vous dites, juste un mot, Jean-Philippe Garat, c'est important, parce que on ne parle que d'une chose en ce moment, la justice n'a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de juges, il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de cela. Mais c'est une vaste plaisanterie. J'ai fait une série de stages à la chancellerie, et moi qui avais travaillé dans le journalisme juridique auparavant, j'ai pris connaissance de quelques feuilles qui s'appelaient journée interdirectionnelle, car chacune des directions du ministère n'avait pas le même système informatique, n'avait pas de réunion transversale. Donc après on nous dit on n'a pas le fichier machin, il faut faire une nouvelle commission. On entend cette réforme magnifique de ce très grand avocat, exceptionnel avocat, mais qui n'est pas peut-être le meilleur ministre que nous ayons eu. La vérité, je le dis comme je le pense et comme je l'ai vécu, les magistrats ne savent pas travailler. Ils accordent autant d'importance à des choses sans importance, alors que des choses, mais qui touchent à la vie même des gens, ne leur prennent pas beaucoup de temps. Vous voulez dire, donc c'est pas un problème de moyens ni de finances pour vous? Pour moi, c'est que les gens ne regardent pas leur montre. Ne regardent pas leur montre. Ils ne regardent pas leur montre. Combien d'audiences? Vous savez que Marie-Lise Lebranchu, qui est une très grande ministre de la Justice, avait pendu en 2001 une circulaire sur la durée des audiences. Oui. Lors de ma procédure disciplinaire, on m'a reproché d'être tombé dans les pommes à 11h du soir parce que je siégeais depuis 13h. Donc moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais il y a un moment où la pomme de Newton tombe. Et à force de vivre dans le pays de l'abstraction, vous
ça nous tue. Quand je parle de la poussière, de ces pneumopathies que j'ai eues après ces sinusites, tout cela est tellement mal organisé. Et il n'y a pas de contrôle, comme on peut le faire dans une fabrique de petits pois. Enfin, je vais pas dire des petits pois, puisqu'on va me taxer de raciste anti-petits pois. Non. Ou de sarkozysme invétéré. Non, absolument. Oui, allez-y, vous voulez... oui, allez-y. Oui, excusez-moi, ce que vous avez dit est très intéressant. En fait, vous expliquez qu'il travaille dans une structure en silo. Certes, aujourd'hui, la transformation digitale qui va améliorer, mais ce que je veux dire, l'amélioration technologique va permettre la transversalité. Néanmoins, l'élément fondamental, c'est d'avoir la donnée pour une aide à la prise de décision. Et moi, je pense que c'est là, comme l'a dit tout à l'heure André, qu'il y a un problème. Dans cette prise de décision, il y a une influence trop grande de la société qui impose à travers les médias et les réseaux sociaux sa politique, la politique au gouvernement. Et là, on en manque de régulation. Est-ce que vous me permettez de vous dire juste une chose? Je crois que votre raisonnement est intéressant, mais je voudrais juste vous rappeler, à Nanterre, je présidais des audiences correctionnelles, et puis un jour, les micros sont tombés en panne, et ensuite on les a supprimés, ils n'ont jamais été remplacés. Donc moi je veux bien tous les développements intellectuels, si je puis dire, mais il faudrait tout de même qu'on retombe sur nos pieds. Et aujourd'hui, aujourd'hui, vous dites qu'on est toujours... Bon, vous avez quitté en 2015. 2015, c'est pas loin. Il y a que 6 ans. Mais vous dites qu'aujourd'hui, en fait, on est dans la même situation avec ces micros qui tombent. Parce que là, vous dites, regardez, c'est aussi un problème de moyens, les micros, pour reprendre votre image. On peut les réparer. C'est un problème de financement. On peut les réparer. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on les a retirés. Et pourquoi on les a retirés? Demandez ça aux personnes, notamment les témoins, les prévenus, les avocats, qui doivent parler plus fort dans une salle qui est... Il faut revenir à la réalité. Une salle d'audience, il y a une centaine de personnes. Donc pour que le président, qui est en plus en hauteur, derrière une estrade, puisse entendre quelqu'un qui est enrhumé ou qui a des problèmes... On est dans un monde, mais il faut le voir pour le croire. Moi, je souhaite que les auditeurs ne me croient pas et qu'ils aillent voir. Oui, non, vous avez raison. Alors, vous êtes pour que, sur juste cette demande du ministre actuel, d'Éric Dupond-Moretti, de filmer les procès, est-ce que ça, à votre avis, c'est une bonne chose ou pas? Juste en passant. Je veux pas dire de mal de Dupond-Moretti, parce que c'est un ancien confrère, et nous avons plaidé ensemble. Ça me fait toujours rire, et on en parle, parce que c'est une des rares fois où j'ai gagné, il a perdu. Alors que c'est le meilleur avocat de l'histoire de France. Acquittator, sur cette question, mais c'est du grand bazar. On va filmer quoi? La table? Le coin? Il y a 100, il y a 200 mètres carrés dans une... Et la personne qui va être innocentée, on l'aura filmé? On va filmer quoi? Les pieds de chaise? Ah non, les personnes. On va filmer les personnes. Mais selon quel... Ils le font aux États-Unis, là. Vous parliez de l'Amérique. J'ai pas dit que j'étais un adorateur des États-Unis. Mais... J'ai dit qu'on pouvait peut-être s'approcher de la vérité par des méthodes qui ont fait leurs preuves. Mais le film, il suffit d'aller au cinéma, personne ne voit le même film. Oui, enfin, on a quand même les mêmes images, cher Jean-Philippe de Garat. Si on est à gauche, on n'a pas les mêmes images que si on est à droite. C'est vrai. Ça, c'est le regardeur et le regard et le regarder. Mais bon, nous allons passer à autre... Domicile aussi disponible. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les Français parlent au français et les Corses d'ailleurs, particulièrement. Nicolas nous appelle de Bastia. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Nicolas. Bonjour André Berkov, bonjour tout le monde. Je veux vous remercier d'inviter à nouveau des invités qui sont extrêmement intéressants. Et voilà mon avis sur ce qui se passe actuellement. Oui. Alors moi je suis né en URSS. Oui. Donc j'ai vécu un peu en URSS. J'ai vécu un peu les années 90 dans les anciens blocs de l'URSS et je suis venu en France parce que je l'ai choisi. Voilà. Et moi ce que j'observe depuis 20 ans à peu près, c'est une progressive bascule de la France, mais également de l'Union européenne, vers une espèce de URSS 2.0, en fait, dans lequel tout se mélange.
C'est-à-dire que le fonctionnement de la justice comme étant une administration me fait penser à l'URSS. Actuellement, avec le Covid, le pass sanitaire qui accepte certains vaccins et pas d'autres, il isole sur la scène internationale l'Union européenne, de la Russie, de la Chine, des États-Unis. Au final, on aura exactement la même liberté de déplacement qu'en URSS. On ne pourra pas forcément aller de partout. Alors je me demande où est-ce que ça mène tout ça, et est-ce que je me trompe avec ce genre de vision. Et c'est quelque chose de très effrayant à mes yeux. Alors Jean-Philippe Garat, on est un peu dans une soviétisation, ce que vous dites quelque part. Hein. Il y a une phrase de Wyszynski, qui était, comme vous le savez, le procureur général sous Staline, qui résume assez bien ce que vous venez de dire. Condamner les innocents ne suffit pas. Condamner les coupables, ne suffit pas. C'est en frappant les innocents qu'on obtient le silence du peuple. Ouais, exactement. Clément, merci. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, peut-être? Oui, je voudrais ajouter quand même dans cette période qui est un peu anxiogène, un petit message positif. Sachez que quand l'Union soviétique elle est tombée en un jour. Et même ceux qui l'habitaient, ils étaient extrêmement surpris. Donc l'Union européenne, devant ces contradictions et devant tous ces immobilismes, ces corruptions, etc., ils risquent de s'effondrer exactement de la même manière. Oui, écoutez, on va suivre ça, mais c'est toujours bon d'apporter du positif. Et moi, je crois, alors, c'est peut-être un optimisme béat que j'ai, je pense qu'à un moment donné, effectivement, la nature ayant horreur du vide, les gens peuvent se dire, écoutez, il est temps que ça change. Notamment dans le problème que vous évoquez, Jean-Philippe de Garat. Je partage totalement votre vision. Il y a l'hiver, il y a les feuilles pourries, et puis commencent à apparaître les personnages et les jonquilles. Eh bien, écoutez, en parlant de jonquilles, qui nous avons comme auditeur? Alors, on va donner la parole à Bernard, qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Bernard. Oui, bonjour Bernard. Bonjour monsieur André, bonjour monsieur de Garat, et félicitations à vous et beaucoup de courage. Il a fallu pour pouvoir un homme de votre acabit faire un tel bouquin et dire le dysfonctionnement du système, que nous sommes un peu tous victimes quelque part. Moi, j'aimerais bien, monsieur André, un de ces jours, qu'on fasse un peu le bilan sur Badinter. Qu'est-ce que Badinter a représenté pour la France? Ça serait pas mal aussi. Oui, on pourra le faire, effectivement. Parce que je crois qu'il est un pilier responsable pour la déliquescence de notre justice aussi, quelque part. Alors là, je ne sais pas. Écoutez, ça, c'est des choses qu'il faudra faire. Mais vous savez, moi, ma devise primordiale, je dirais, c'est avec les vaches sacrées qu'on fait les meilleurs steaks tartare. Donc, vous voyez, on n'est pas... Oui. C'est pas faux. Non, mais Jean-Philippe de Garat, on va... Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va peut-être pas faire le portrait de Badinter ici, mais vous en parlez dans votre livre, d'ailleurs. Badinter a déclaré lui-même « Je ne serai pas le Vauban de la pénitentiaire », ce qui signifie en langage courant « Je ne construirai pas de prison ». C'est tout. D'accord. Oui, de ce point de vue-là, on ne parle de lui que pour la peine de mort. Très bien, on ne va pas aborder, c'est pas le sujet là, mais vous dites que du point de vue du ministre de la Justice, à part ça, il n'a rien fait, ou presque. Mais dites-moi ce qu'il m'a fait, ce qu'il a fait d'autre. C'est une vraie question. Oui. La prolifération de la criminalité. Oui, ça c'est l'histoire de la peine de mort, etc. Écoutez, c'est un débat, je vous promets qu'on fera une émission sur Badinter, en tout cas, et la peine de mort, et on la fera. Clémence. Alors, on donne la parole... Merci beaucoup, Bernard. On donne la parole à Christophe qui nous appelle de Saint-Chamas, c'est ça? Bonjour Christophe. Exactement, Saint-Chamas. Saint-Chamas, oui, bonjour. Bonjour André, bonjour à votre invité, bonjour monsieur de Garat. Je voulais savoir si vous étiez au courant de la réforme du système juridictionnel que propose Valérie Bugeaud dans ses travaux et dans ses travaux généraux de réforme des institutions de la France. Valérie Bugeaud. Les grandes lignes, mais une question est plutôt, comment dire, ce n'est pas une question, c'est une proposition d'en parler, j'imagine, donc je vous écoute.
Alors en fait, je pense que c'est une réforme du système juridictionnel et de son organisation qui devrait vous parler, Monsieur de Garat, parce qu'elle prend en compte beaucoup des points que vous avez évoqués et propose des solutions qui sont extrêmement viables et qui vont dans le sens de ce que vous appelez de vos voeux. Donc tout ça est présent sur le site de Valérie Bugeaud, https://valériebugeaud.fr. Il y a une réforme des institutions qui est largement expliquée et qui va vraiment dans le sens de ce que vous évoquiez sur les problèmes de la justice en France aujourd'hui. Alors moi, on a hâte, André, parce que je me permets, André, je voudrais vous remercier au nom de mes camarades et bien d'autres encore pour le travail que vous faites au quotidien et pour la voix que vous donnez à bien des gens qui n'en ont pas. Vous êtes un média indispensable à la santé de la France aujourd'hui, André Berkoff. Merci beaucoup à vous et merci à Sud Radio. Merci. J'espère que Valérie Bugeaud aura l'occasion de venir débattre pourquoi avec pas. vous et de présenter ses travaux à votre antenne. Ce serait Pourquoi pas, mais je ne suis pas encore remboursé par la sécurité sociale. Je trouve que c'est d'un ostracisme terrible. Non, oui, plaisanterie, blague à part. Pour répondre à Monsieur de Garat, il peut voir la réforme des institutions sur le site de Valérie. Oui, très bien, vous l'avez déjà dit, monsieur. On va pas répéter ça 3 fois. Je voudrais que... moi, je voudrais Jean-Philippe de Garat, au fond, puisqu'on parle de réforme, et celle de Valérie Bugeaud, on va la regarder, et pourquoi pas, et au contraire. Mais, au fond, si vous allez me dire ce qu'à Dieu ne plaise, si vous étiez ministre de la Justice, d'abord vous me dites, on n'a pas besoin de ministère de la Justice, mais avant de me répondre là-dessus, quelles seraient pour vous, et vous avez quand même 30 ans d'activité, quelles seraient pour vous 6 réformes urgentes il y a? Ou si même révolution urgente il y a, quelles seraient-elles? La première chose, c'est de respecter la norme de droit. La souveraineté appartient au peuple, c'est au peuple de se prononcer, et par conséquent l'élection des magistrats, avec peut-être une obligation d'avoir une licence en droit, mais en tout cas une expérience au suffrage universel. Ce qui est important, c'est pas tellement d'élire les juges, c'est de pouvoir ne pas les réélire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est un droit de procédure qui peut paraître quelque chose de totalement dérisoire, mais de peut-être 10, 20 euros, pour que chaque justiciable sache que la justice, l'administration judiciaire, l'entreprise de justice a besoin d'argent pour fonctionner et que ce pays qui a 2 fois plus de procès que l'Angleterre à population comparable redevienne un peu raisonnable. La troisième chose, c'est la privatisation des greffes. Pourquoi ? Parce qu'un greffier, c'est un notaire. Alors que dans les audiences, il arrive malheureusement que le président d'audience donne des ordres à ce notaire, ce qui est totalement contraire. Des ordres, c'est-à-dire monsieur a dit, donc écrivez ce que monsieur a dit. Exemple, je ne reconnais pas les faits, il vient de dire je reconnais les faits. Je grossis parce que ça ne se passe pas à ce niveau-là. Vous voulez dire que le président peut déformer les déclarations Vous savez, il faut se replacer dans une salle d'audience où il y a beaucoup de bruit. Des démarches des avocats, le substitut, l'huissier, les gens dans la salle. Il y a beaucoup d'incidents. On a parlé tout à l'heure un peu de santé. Moi, j'ai vu mourir des gens à l'audience. J'ai vu tomber une avocate juste devant moi parce qu'elle était trop épuisée, etc. On n'est pas... oui, c'est pas des robots. Non, mais vous voulez dire... Oui, vous voulez dire, il y a plein de bruit, on peut se tromper, on peut déformer, etc. Et donc, le président rectifie à sa manière, mais lui-même peut ne pas avoir entendu. Il y a d'autres réformes encore, mais je vous... Oui, juste un mot, Jean-Philippe de Garat. Vous voyez, vous dites vous-même qu'il y a besoin de moyens pour vous parler. Ça me paraît très bien. Comment vous appelez ça, le droit, les 10-20 euros Oui, le droit pour engager une procédure. Parce que là, vous pouvez engager une procédure pour 0. Oui. Alors, donc, vous voyez, vous-même vous dites, parce que vous disiez le contraire, que la justice a besoin de moyens. Quand je vous disais que la justice manque de moyens, vous disiez non. Attendez, 10 euros, c'est quand même pas la Banque de France. Mais nous sommes d'accord. Au contraire, je trouve ça une très bonne initiative. Et je dois dire que cette initiative ne vient pas de moi, mais elle vient du président Monassier, qui est un notaire et un homme respecté par toutes les professions juridiques, qui l'avait proposée. Elle avait été d'ailleurs adoptée, cette mesure, et elle a été rapportée par un certain Hollande-François. D'accord. Que vous tenez en très haute estime, comme chacun peut l'entendre. Mais j'aime beaucoup la loyauté, vous savez. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont beaucoup apprécié sa loyauté.
C'est vrai, c'est vrai. Enfin, vous parlez du système Hollando-Macron, d'ailleurs, à plusieurs reprises dans votre livre, et c'est intéressant. Qui a été ministre de l'économie, conseiller spécial pour l'économie, qui a été secrétaire général de l'Élysée, qui a été membre du Parti socialiste. Je sais bien qu'en même temps, on peut être ailleurs. Allez, vous, en tout cas, vous continuez de nous appeler 0826 300 300 et vous êtes bien avec nous. Allez, à tout de suite. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il faut dire aussi que Jean-Philippe de Garat, que je reçois aujourd'hui, qui a écrit Bréviaire de la destruction, la justice politique à l'œuvre, Nanterre-Paris entre 2012-2018 chez Fortuna Éditions, a aussi un autre titre de gloire, et je m'en voudrais de ne pas le mentionner. Vous êtes Jean-Philippe Garat, inscrit sur le mur des cons du syndicat de la magistrature. Qu'est-ce qui vous avait lu cette médaille Je crois que ces gens qui sont un peu loin de la noblesse de robe ont adapté leur vocabulaire à ce qu'ils connaissent le mieux. Et vous ne savez pas, enfin vous n'avez pas cherché à savoir. J'ai travaillé avec Philippe Courroy, qui était procureur de Nanterre et qui a été éjecté, comme chacun sait, au mois d'août 2012 par la nouvelle équipe. C'est brillant juriste que nous connaissons. Et ceci a suffi à faire cela. Ajoutons que j'étais en charge, je ne veux pas rappeler tout cela, mais des procédures pénales rapides dont la gauche ne voulait pas, pour des raisons que je n'ai toujours pas compris, qui s'appellent les CRPC déferments. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail technique, ça suffit largement. Des plaidés coupables, voilà, pour parler à peu près en français, pour les gens qui sont arrêtés et qui peuvent donc sortir le soir même. Je rappelle tout de même qu'une place de prison, hôtel gardé et presque blanchi, c'est 200 000 € par personne. Par personne et par an. Et par an, oui. Voilà. Donc il faudrait aussi peut-être penser aux économies avant de demander de l'argent où on ne sait pas où il va, aux dorures de la première présidence ou à la nouvelle toque de je ne sais quel hiérarque. Tout ça n'a plus vraiment aucun intérêt. Clémence. Alors, on va aller à Rochefort. On donne la parole à Dominique. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Dominique. Oui, bonjour André, bonjour et merci de me reprendre une nouvelle fois et puis merci aussi pour tout ce que vous faites, toutes les informations que vous donnez, la parole à diverses idées. Merci. Et je voulais revenir sur le premier sujet avec, je crois que c'est Nicole Delépine comme médecin, et puis l'autre médecin. Et Marie-Estelle Dupont, psychologue. Voilà. Oui. Donc effectivement, c'est scandaleux tout ce qui est prévu par rapport à tous ces enfants, les vaccinations. Et moi, mon souhait, et on pourra en débattre en me regardant un petit peu si vous voulez, si vous avez le temps, mais mon souhait depuis longtemps, c'est que quand vous abordez une question comme ça sur la santé, sur les mesures actuelles, c'est toujours de se mettre en balance l'agenda des mesures qui est pris par le gouvernement, notre exécutif, et le mettre en parallèle avec l'agenda du grand reset de Schwab et Malray, dont Éric Verhaeghe a fait un résumé assez bon et que vous avez reçu, je crois. Oui. Et parce que l'agenda suit exactement. Donc on n'est plus du tout dans la crise sanitaire, on est dans une crise du mensonge dans laquelle la santé n'a plus aucune place et on veut simplement contrôler la population. Un exemple rapidement. Ce reset dit il faut moins de PME, même TPE. Donc on a fermé tous les petits restaurants, etc. C'est bien pratique en plus parce qu'on ferme tous les espaces de communication incontrôlables. Et ils veulent le contrôle. C'est le traçage, le passeport, c'est du traçage. Ils en ont rien à faire de la santé, c'est pas le problème. S'ils avaient voulu défendre la santé, ils auraient autorisé les traitements, ils auraient autorisé les médecins à soigner les gens avant d'encombrer les hôpitaux et puis d'avoir des morts au final, quoi. Voilà. Écoutez, de toute façon, ça c'est une question qui est pendant cette polémique et cette vraie discussion. Nous allons faire une émission spéciale sur le grand reset de Klaus Schwab et compagnie. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. On va pas rentrer dans le détail, mais nous allons le traiter. Je pense que c'est toujours, vous savez, la seule chose que je retiens, et c'est Nicolas qui l'a dit, l'URSS qui était le pays du mensonge déconcertant par excellence, et je ne parle pas des goulags et je ne parle pas du reste, s'est effondré alors que personne, 5 ans avant, ne donnait un copec, ne pariait un copec sur l'effondrement de l'URSS et comment ça s'est passé, non pas après une guerre. Donc, écoutez, faisons aussi confiance, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas garder les yeux ouverts, bien sûr. Clémence ? Alors, on va faire un petit tour à Nice, tiens. On donne la parole à Pierre. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Pierre.
Oui, bonjour à vous, bonjour à votre invité. Ben, écoutez, encore une émission bien intéressante. Ça m'a donné envie d'intervenir et de participer. Du coup, je trouve déjà, je voudrais féliciter Nicolas pour son commentaire. Ouais. Qui est assez judicieux, il me semble. Bon, maintenant, l'Europe, c'est pas l'URSS, et si elle tombe, ce sera pas de la même manière et pour les mêmes raisons. Bien sûr. Mais bon, enfin voilà, je ferme la parenthèse. En tout cas, moi, ce qui me semble, bon, on a parlé pas mal aussi de moyens. Est-ce que la justice a assez de moyens, pas assez de moyens? Je pense qu'à un moment donné, et c'est pas uniquement le cas de la justice, il faut quand même revenir à ses fondamentaux. Et les fondamentaux de la justice, c'est quand même de maintenir la paix sociale. En fait, je crois que les juges, à mon sens, je ne suis pas juge, j'ai pas fait d'études de droit, mais quand on rend une sentence, c'est pas pour qu'ensuite il y ait plus de désordre dans la société qu'avant de rendre la sentence. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Bon, donc pour moi, si vous voulez, la justice, comme d'autres, comment dire, départements du pouvoir, c'est vraiment éparpillé dans des théories, des aménagements. On a intellectualisé et politisé dans le mauvais sens du terme, parce que politiser, ça veut dire faire de la politique, c'est s'occuper de la vie dans la cité. Oui, non, mais c'est pas ce sens-là, on a compris. Oui, c'est pas dans ce sens-là. Ok. Et au final, donc, quand la justice prend une décision, elle ne devrait pas seulement, à mon sens, évidemment, le faire envers la victime ou envers le coupable, ou juste ces deux-là. Mais en fait, elle devrait rendre la justice envers l'ensemble de la société. Au nom de la société. Au nom de non seulement au nom de la société, mais dans l'intérêt de toute la société. Or, actuellement, j'ai l'impression que la justice, bon, ben parfois, ok, elle fait son boulot et comment dire, et au sortir du tribunal, ben les gens sont satisfaits, mais j'ai l'impression que dans beaucoup de cas, en fait, la justice, elle n'a plus son rôle de maintien de l'ordre. Il ne faut pas oublier qu'elle est l'un des trois pouvoirs. Donc, elle a autant de responsabilités que le législatif. Mais elle l'a théoriquement, est-ce qu'elle l'a pratiquement? On l'a bien vu dans l'émission que c'est plus compliqué que ça. Juste, en tout cas, je vous ai écouté, c'est vrai en fonction de la société, c'est là qu'il faut aussi juger. Mais je voudrais donner le dernier mot à Jean-Philippe de Garat. Effectivement, la justice, et on voit bien, on pourrait en passer 3 heures ou même beaucoup plus. Au fond, elle devrait servir à quoi, d'abord? La justice, c'est retrouver l'harmonie. Et donc, il faut, pour répondre à cette question, dépasser un peu le cadre judiciaire stricto sensu, au sens strict, et dire, par exemple, si nous rétablissions le service militaire, les gens qui seraient appelés à promettre d'être pleinement impliqués jusqu'au sacrifice de leur vie pour la défense de leur pays. À titre personnel, tout cela n'a pas été débattu évidemment par l'ensemble des instances des Républicains. Je suis partisan de cette épreuve de vérité. Et je peux vous assurer qu'on ferait déjà un bon travail. Oui, c'est très juste l'histoire du service militaire et qui a été supprimé, et on peut se demander indûment et pourquoi. Je renvoie aux éditeurs de Sud Radio, je renvoie au livre de Jean-Philippe de Garat, vraiment un livre à lire, ce bréviaire de la destruction, parce qu'il montre, après ce qu'il a eu avec une personne, Louise Roblin, c'est quand même une histoire comme il en a eu beaucoup d'autres, mais elle est exemplaire, elle est terrible et elle est exemplaire de ce qui peut se passer à la suite d'un certain nombre de faux pas et à la suite d'une machine qui se met en branle et qui, elle, implacablement dévore, détruit et écrase. Et puis tout ce qu'il dit sur les rapports de la justice, de l'État, de la politique. C'est un miroir, comme disait Cocteau, c'est un miroir qui réfléchit sur la France en l'an de grâce 2021. Alors, je rappelle justement les références de ce livre. Bréviaire de la destruction, la justice politique à l'œuvre, édition Fortuna. Émission aussi à retrouver sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr. Et tout de suite, Brigitte Lahaye. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec le parfum Terre de France, 100% des bénéfices